Bonjour à tous. Donc je vais vous parler d'un gros projet sur lequel on travaille dans l'équipe Phoenix à Bordeaux, qui est Home Assist en anglais, donc je vais dire Dom Assist parce que je vais faire l'exposé en français, qui est une plateforme d'assistance à la personne, particulièrement dirigée vers les personnes âgées. Et l'originalité de ce travail, c'est que c'est un travail interdisciplinaire, donc qui a été fait avec évidemment les informaticiens, mais aussi des psychologues, des personnes en sciences cognitives, en ergonomie et aussi en ergothérapie. Voilà. Avant de vous présenter la plateforme Dom Assist, je voudrais juste faire un petit aparté sur un domaine que l'on essaie du coup de promouvoir, qui est le domaine de l'assistance à la personne, enfin de l'informatique d'assistance. Ce qu'il faut remarquer, ce qui est important de remarquer, ces chiffres-là en fait m'ont été donnés par ma collègue en psychologie. C'est qu'en fait, les personnes avec déficience, donc on a deux types de déficiences, enfin si on les classe en deux, déficience donc moteur et sensorielle, et de l'autre côté déficience en fait cognitive. Ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement la majeure partie des personnes avec déficience ont en fait une déficience cognitive. C'est pas un chiffre que j'avais en fait, donc j'ai été surpris de voir que finalement la notion de déficience, si on regarde proportionnellement, elle touche essentiellement la déficience cognitive. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde en termes de technologie d'assistance, on va avoir beaucoup de technologies d'assistance pour tout ce qui est moteur et sensoriel. Donc là, on a des technologies qui sont évidemment que l'on peut améliorer, hein, mais qui font des choses quand même utiles, qui sont plutôt des technologies sur étagère, et donc qui vont répondre à des besoins bien spécifiques. Si on regarde maintenant les technologies en fait pour la déficience cognitive, on s'aperçoit que c'est plutôt des choses qui sont plutôt des prototypes, parce qu'en fait tout ce qui est on va dire déficience cognitive, ce sont des systèmes en fait qui vont venir donc soutenir une personne qui aurait des déficiences cognitives, mais ces systèmes-là, je dirais que c'est plus compliqué que de compenser en fait une déficience, par exemple sensorimotrice. Ça va être des systèmes plus compliqués, donc on a plutôt des choses qui sont des prototypes utilisés dans un milieu de typiquement laboratoire. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'assistance, donc l'informatique d'assistance dans le domaine de la cognition. Ce qui nous intéresse, c'est donc une population en fait avec déficience cognitive pour des raisons neurodéveloppementales ou neurodégénératives ou accidentelles. Donc on va s'intéresser à des populations avec autisme, avec déficience intellectuelle, ou pour tout ce qui est neurodégénératif, tout ce qui est par exemple déclin cognitif, typiquement pour les personnes âgées, ou accidentel, par exemple tout ce qui est traumatisé crânien. Alors, où est-ce que ça nous intéresse en fait de porter la notion d'informatique d'assistance? Bien, j'ai envie de dire, c'est dans tous les environnements principaux, hein, tout ce qui est école, travail, donc tout ce qui est domicile. Donc par exemple, on s'est intéressé dans un projet pour l'école de l'inclusion en fait des enfants avec autisme, et il y a un certain nombre de difficultés, entre autres d'interaction sociale. Et ce que l'on a voulu développer, en fait, c'est des applications qui venaient en fait soutenir et faciliter l'inclusion des enfants avec autisme dans le milieu de l'école, donc je dirais donc faciliter leur inclusion scolaire. Dans le domaine du domicile, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur des soutiens, donc des
supports informatiques qui vont venir soit maintenir en fait l'autonomie des personnes en déclin cognitif, typiquement des personnes âgées, soit permettre à des personnes d'acquérir en fait une autonomie domiciliaire. Donc là on pense à des personnes par exemple avec déficience intellectuelle, donc personnes avec trisomie 21 par exemple. Donc l'intérêt que l'on voit, c'est qu'en fait, on va avoir une espèce de tension qui va s'exercer entre, finalement, les demandes environnementales d'une personne, par exemple, avec déclin cognitif, qui va avoir des problèmes de mémoire, des problèmes de fonction exécutive. Donc, il va y avoir un certain nombre de demandes de l'environnement et bien des capacités cognitives qui peuvent être finalement pas adaptées en fait à la demande de l'environnement. Donc ce soit par exemple pour la sécurité de la personne, on peut imaginer tout ce qui est par exemple gestion de la cuisinière, gestion des médicaments ou ce genre de choses. Donc ça, ce qui nous intéresse là, c'est de se dire finalement, quand on regarde toutes les situations en fait qui peuvent se présenter, on aimerait avoir un système informatique qui va pouvoir littéralement s'imbriquer en fait dans la vie quotidienne de la personne et apporter un support, mais pas un support spécifique, mais un support qui va pouvoir justement être transversal en fait, transversal aux activités quotidiennes de la personne, que ce soit dans les différents environnements dont je parlais ici. On veut que ce support informatique, il soit efficace, efficient, et que évidemment il soit adopté à long terme. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui puisse servir juste un petit moment et après on passe à autre chose. Donc pour ce faire, nous ce que l'on développe et ce qu'on promeut, c'est le développement de l'informatique d'assistance pour pouvoir neutraliser en fait cette tension qu'il y a entre les demandes de l'environnement et les capacités cognitives de l'utilisateur. En termes de résultats, donc pourquoi on veut faire ça, les outcomes, c'est pouvoir faire de la réhabilitation, de la remédiation, donc pouvoir en fait compenser les déficiences de la personne, pouvoir en fait acquérir ou maintenir l'autonomie de la personne, et puis on sait qu'il y a tout un tas de mesures qu'on aimerait avoir sur tout ce qui est bien-être et santé en général de la personne. Comment on va faire ça ? Eh bien, on va avoir une approche qui va être centrée humain. Et la première chose importante quand on parle d'approche centrée humain, c'est de faire une vraie analyse de besoins. Donc, pouvoir prendre le temps d'analyser en fait les besoins des populations que l'on souhaite cibler par l'informatique d'assistance. L'autre chose qui est importante, j'y reviendrai très spécifiquement après, c'est de pouvoir avoir des interactions utilisateurs qui puissent introduire alors la traduction française c'est capacitation, donc le empowering en anglais, donc la capacitation de l'utilisateur. En fait, ça rejoint en fait l'exposé précédent. Ce qu'on veut donner, c'est on veut donner le contrôle à l'utilisateur. On veut avoir un système informatique qui va en fait, capaciter l'utilisateur. L'autre chose qui est importante aussi et que l'on regarde un petit peu moins en fait côté informatique, c'est d'avoir en fait des systèmes, quand des systèmes en fait veulent avoir un effet sur l'utilisateur, ce que l'on aimerait bien avoir, c'est une approche expérimentale qui va nous permettre de mesurer l'effet du système informatique. Alors ça c'est important parce que quand on parle de personnes typiquement avec déficience, par exemple déficience cognitive, et que l'on propose un système informatique pour venir pallier ces déficiences, eh bien ce que l'on aimerait faire, c'est pouvoir mesurer l'effet en fait de ce support informatique.
Donc ça, c'est un élément qui est important et on aimerait pouvoir mesurer cet effet eh bien, dans un environnement le plus réaliste possible, le plus réel, donc typiquement in situ, chez une personne par exemple, ou ce que l'on a fait donc chez une personne, au domicile d'une personne, ou directement dans le milieu scolaire par exemple, quand on a travaillé avec les enfants avec autisme. Donc, comme je vous disais, c'est une approche que l'on essaye de promouvoir avec comment dirais-je, une approche interdisciplinaire. Donc, il y a trois domaines en fait qui sont réunis. Tout ce qui est, on va dire, sciences cognitives et plus généralement facteurs humains, avec tout un tas finalement de défis scientifiques dans cette partie-là. Évidemment, le domaine informatique et le domaine de santé. Et si je peux, sans rentrer dans le détail de tous ces défis, mais juste vous en donner un, c'est l'aspect en fait utilisateur et spécificité de l'utilisateur. Ça rejoint, je pense que c'est intéressant parce que ça rejoint l'exposé précédent, c'est le fait de se dire que finalement, on peut construire un système informatique de façon entre guillemets aveugle, et c'est un petit peu c'était un peu l'objectif, le contenu de l'exposé précédent, hein, quand on parlait de l'exemple que tu évoquais sur tout ce qui est machine learning, où on essaie rétrospectivement de comprendre ce qui s'est passé. On peut aussi partir de l'utilisateur et essayer de comprendre les spécificités de l'utilisateur. Donc si on parle par exemple de quelque chose dont je parlerai rapidement tout à l'heure, qui est la détection d'activité, d'accord ? Détection d'activité par exemple en milieu domiciliaire, typiquement il va y avoir plein de travaux qui ont été faits là-dessus en utilisant du machine learning. Ce que l'on peut faire aussi, c'est essayer finalement de comprendre l'utilisateur, plutôt que d'utiliser un système qui va faire du machine learning et que l'on va vouloir éventuellement après comprendre pourquoi il a détecté telle ou telle activité, même si c'est correct, comme tu le montrais tout à l'heure. Alors, donc ici, en fait, si on prend par exemple la détection d'activité, si on prend les personnes âgées, mais je pourrais aussi dérouler un argumentaire pour les personnes avec déficience intellectuelle, les personnes âgées, en fait, on sait qu'elles se routinisent en fait, avec le temps. Pourquoi elles se routinisent ? D'un point de vue informatique, on peut le comprendre facilement. En gros, la CPU perd en puissance, qu'est-ce qu'on va faire ? On va optimiser. D'accord ? On optimise. On optimise parce que la mémoire est un peu déficiente, les fonctions cognitives sont déficientes, donc on va optimiser. Comment on optimise ? On se routinise en fait. On se routinise, on va avoir des procédures très routinisées pour pouvoir économiser nos ressources cognitives. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on parle de détection d'activités du quotidien, détecter les activités de la personne à son domicile, c'est quelque chose que l'on va pouvoir utiliser en demandant à la personne de décrire ses routines et utiliser ça pour pouvoir détecter ses activités quotidiennes. Donc on n'est pas dans l'inférence, on est dans la vérification. Et ça, c'est important parce que quand on parle de cette activité informatique qui est très intéressante et très importante, qui est de rendre des assistances sensibles au contexte, c'est-à-dire je vais apporter une aide, mais contextuelle, pas une aide aveugle, eh bien, pour pouvoir apporter une aide, une assistance contextuelle à l'utilisateur, j'ai besoin de savoir comment cet utilisateur fonctionne, et pour savoir comment il fonctionne, j'ai besoin de savoir quelles sont les activités qu'il fait, quand est-ce qu'il les fait, et ainsi de suite. Et là, ce que l'on va faire, c'est utiliser la spécificité de l'utilisateur, donc en l'occurrence le fait que la personne âgée se routinise, pour pouvoir justement avoir des éléments de contexte pour apporter une assistance la plus, je dirais, sensible à l'activité contextuelle. Et puis, ce qui est intéressant aussi, si on regarde du point de vue de la santé, d'accord ? On va s'apercevoir qu'une personne âgée va essentiellement se routiniser, d'accord ? va augmenter son degré de routinisation, d'accord ? Pour optimiser sans arrêt en fait les ressources qui sont en déclin, jusqu'à ce qu'il y ait en fait on va dire une chute en termes de performance, et donc des déviations dans les routines. Et ça, c'est un élément qui est très important,
parce que les gériatres nous disent que eh bien, ça pourrait avoir un intérêt fort pour justement faire du screening, en fait, donc détecter en fait, un déclin cognitif important. D'accord ? Donc d'un point de vue santé, ça peut lever des alertes en fait, intéressantes quand une personne qui était très routinisée eh bien, commence à dévier fortement de ses routines. Voilà. Voilà, donc c'était juste un petit aparté sur un peu le domaine que l'on essaye d'explorer dans l'équipe. Maintenant, je vais vous parler de notre plateforme plus spécifiquement. Donc, ce que l'on a fait, c'est une analyse en fait pendant une année où on a interviewé les personnes âgées et épluché un certain nombre de données, en l'occurrence avec des organismes type CARSAT. On a identifié 3 domaines en fait d'assistance. Le domaine de, on va dire, les activités du quotidien, le domaine de la sécurité du domicile et de la personne, et le domaine de la participation sociale. On a pu non seulement identifier les domaines d'activité, mais également identifier l'importance de ces domaines pour les personnes âgées. Alors, un élément, par exemple, parmi tant d'autres, c'est que tout ce qui est effectivement participation sociale, c'est l'élément le plus important en fait, pour les personnes âgées. Donc quand on arrive avec des technologies d'assistance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les personnes âgées sont très intéressées par tout ce qui est participation sociale, beaucoup moins pour la sécurité du domicile ou de la personne, et encore moins pour tout ce qui est activité quotidienne. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a des différences entre la personne aidée et par exemple un aidant familial, qui va avoir des priorités qui ne sont pas du tout les mêmes que la personne âgée. Non, mais ça c'est intéressant en soi parce que après, quand on veut faire de l'adoption en fait de technologie, il faut savoir en fait sur quel ressort on peut jouer vis-à-vis de la personne. Donc ça c'est quelques idées en fait, quelques éléments d'assistance, hein, tout ce qui est activité du quotidien, on va avoir rappel de médicaments par exemple, tout ce qui est rappel en fait et guidance en fait dans l'habillage. Pour tout ce qui est sécurité de la personne, on va avoir tout ce qui est monitoring de cuisinière ou tout ce qui est porte d'entrée. Donc ce sont des services en fait, des risques possibles qui ont été identifiés. D'accord, et pour lesquels on aimerait avoir des assistances. Et pareil pour tout ce qui est participation sociale, tout ce qui est photo, tout ce qui est communication simplifiée, ça ce sont des services en fait qui ont été identifiés. Alors maintenant, notre plateforme, elle se présente comment ? Elle se présente sous la forme en fait, donc il y a des tablettes, il y a des applications d'assistance et puis des capteurs. Donc dans les tablettes, on a une tablette en fait, une tablette principale qu'on appelle tablette principale, qui est une tablette fixe et qui est le point d'interaction principal entre l'utilisateur et les assistances que la personne a souhaité avoir. On a une tablette secondaire qui a été en fait dédiée à tout ce qui est en fait activité sociale, interaction sociale. On a des applications d'assistance. Ces applications d'assistance, il se trouve qu'elles sont développées avec une technologie que l'on a développée qui s'appelle DiaSuite. On a ces applications d'assistance en fait font partie d'un store, l'équivalent d'un App Store, mais sauf que justement on peut aller sélectionner des applications dans ce store. Donc ça c'est une brique qui s'appelle DiaSuite Box. On a une passerelle Z-Wave qui nous permet de contrôler un certain nombre de capteurs que l'on voit ici. Donc ici, on a par exemple un capteur de mouvement, un capteur de contact, et ici un contrôleur de prise qui nous permet de savoir en fait si l'équipement qui est branché consomme de l'électricité. Et on peut aussi éteindre donc l'alimentation électrique. Et puis, évidemment, ces capteurs vont nous permettre de pouvoir rendre les applications sensibles au contexte. Donc, il y a un élément qui est, je dirais, pervasif, transverse à toute la plateforme, c'est une dimension que l'on appelle autodétermination. Ça, c'est quelque chose qui vient de la psychologie. Donc, c'est une théorie
qui a été développé. Je vous en donnerai quelques éléments tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on a extrait de cette théorie des principes de design que l'on a appliqués en fait de façon littéralement transverse en fait à toute cette plateforme. Donc, je vais vous parler rapidement de DiaSuite. De DiaSuite Box, rapidement, après je rentrerai dans le détail de l'autodétermination, des notifications, et puis tout ce qui est sensible, enfin, context awareness. Donc DiaSuite Box, en fait, c'est un atelier que l'on a, un atelier et l'App Store qui va bien avec, que l'on a développé depuis quelques années dans l'équipe. Ce qu'il faut juste en savoir, c'est que il y a un atelier de génie logiciel qui permet de rapidement de développer des applications qui vont orchestrer des capteurs et des actionneurs. Et ces applications, on va pouvoir en fait faire un certain nombre de certifications sur ces applications. On a, comme je vous disais, donc un store qui permet donc au développeur, quand il a fini de développer et de débugger en fait une application, il peut la pousser en fait sur un store. Qui va donc rendre disponible cette application à des utilisateurs. On va ensuite, ce qui est important, c'est que cette espèce de box logicielle qui gère donc toutes les applications gère aussi des capteurs et des actionneurs qui sont extensibles. Donc on peut rajouter en fait de nouveaux capteurs, de nouveaux actionneurs. Donc de ce point de vue-là, on peut voir cette technologie comme vraiment une plateforme d'intégration. D'accord ? Et ce qui va être intéressant aussi en termes d'assistance, c'est qu'on va pouvoir varier en fait les périphériques suivant les préférences ou les déficiences de l'utilisateur. Donc par exemple, avoir des choses plutôt visuelles ou plutôt auditives suivant les déficiences de la personne. Donc si je parle de self-détermination rapidement, ce qui est important de noter, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui est important de noter, c'est que quand on a une technologie qui est vraiment imbriquée en fait dans la vie quotidienne d'une personne, il faut pouvoir jouer sur un élément important qui n'est pas tellement exploré dans la littérature en termes d'acceptation et d'adoption, c'est la motivation en fait. C'est la motivation. C'est quoi la motivation d'une personne pour pouvoir adopter cette technologie ? Les aidants, par exemple, familiaux d'une personne âgée peuvent très bien dire c'est bien pour toi parce que au cas où il y a un problème, nous, on est au courant et on peut venir vite. Mais ça, c'est pas la motivation de la personne elle-même, en fait. C'est la motivation de l'entourage de cette personne, mais c'est pas la motivation de cette personne-là. En fait, si on lui demande, ce qu'elle va permettre, ce qu'elle va vouloir plutôt, c'est pouvoir échanger avec ses enfants ou ses petits-enfants. Ça, c'est vraiment sa priorité. Donc la motivation, c'est quelque chose qui est très important. Et donc il y a cette théorie qui s'appelle la théorie d'autodétermination qui dit que ce que l'on veut faire, en fait, c'est donner la capacité à des utilisateurs, des individus, de faire des choix et de prendre des décisions. Quelle que soit leur déficience, on doit pouvoir leur permettre de faire des choix et de prendre des décisions. Donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a un lien fort entre motivation, d'accord, qui est clairement encouragée par cette théorie, et l'acceptation. Et en outcome, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un lien fort entre autodétermination et qualité de vie. Donc on a pu mesurer en fait, en ayant suivi justement une conception par autodétermination, on a pu mesurer en fait une amélioration de la qualité de vie de la personne. Donc il y a un certain nombre de dimensions en fait dans cette autodétermination. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut supporter en fait l'autonomie de la personne, son autonomie comportementale. Donc par exemple, soutenir ses activités qui sont pertinentes pour elle. On veut augmenter les aspects en fait d'autorégulation, donc en particulier lui permettre de prendre des décisions à son niveau, avec ses éléments cognitifs. On veut promouvoir l'autoréalisation et donc là ce que l'on veut faire c'est augmenter en fait la capacité de réaliser ses propres projets. Et l'autre chose qui est aussi très importante, c'est tout ce qui est en fait renforcement de la capacitation psychologique de la personne, donc essentiellement lui permettre d'être en contrôle de sa vie. Donc
Je vais vous montrer concrètement comment on a réalisé ces éléments-là, vous donner des exemples, il y en a plein, mais vous donner des exemples de l'application de cette théorie dans la conception en fait de notre plateforme. Donc en l'occurrence ici, on voit, si on regarde le store typiquement, c'est que ce que l'on va permettre en fait à la personne, c'est de sélectionner des assistances qui sont pertinentes pour elle. Si on a une personne, par exemple, qui veut cuisiner, mais qui malheureusement va oublier de temps en temps la cuisinière, on va lui donner en fait une assistance, une application spécifique qui va surveiller en fait la cuisinière et surveiller que quand la cuisinière est en route, il y a de l'activité autour de la cuisinière. Et si c'est pas le cas, rappeler à cette personne de venir surveiller en fait la cuisinière qui est en route. Et ça, si c'est une activité qui est importante pour la personne, eh bien là, on est vraiment dans le fait d'encourager effectivement l'autonomie comportementale en allant sur des activités qui sont pertinentes. Ici, la tablette, on a une interface qui est très accessible en fait pour les personnes âgées. Je vous la montrerai tout à l'heure. Et donc là aussi, ce que l'on renforce, c'est les aspects avec l'interface accessible, c'est les aspects d'autonomie. Ici, on est sur des capteurs qui vont pas perturber la personne, donc des petits capteurs discrets. Et donc là, on va justement aussi renforcer les aspects autonomie. Je vais vous parler rapidement de la notification. Donc, ce que je vous disais, c'était qu'il y a tout un tas d'assistances en fait qui sont représentées par ces applications, d'accord ? Et la tablette principale, ça va être vraiment le canal de communication privilégié entre l'utilisateur et toutes les assistances. Comment se réalise en fait cette interaction entre les assistances et l'utilisateur ? Ça se réalise par un système de notification que je vais vous décrire rapidement. Alors pourquoi on a ce système de notification ? Vous apercevez ici que je peux avoir plein d'assistances, d'accord ? Ce que j'ai défini ici, c'est finalement un canal unique que je souhaite le plus uniforme possible, d'accord, d'interaction entre l'utilisateur et les assistances. Pourquoi ça ? Parce que sinon, en fait, on va se retrouver avec une multiplicité de technologies d'assistance. Donc ça veut dire quoi ? S'il n'y a pas d'uniformisation, je vais avoir autant d'interfaces, d'accord, que je vais avoir d'objets, au fur et à mesure que je vais avoir de nouveaux besoins qui vont émerger. Si on prend les personnes âgées, il y a un déclin cognitif, donc effectivement les besoins vont augmenter avec le temps. Ça, on le sait. Donc, ce que l'on souhaite faire, c'est pouvoir augmenter les assistances sans pour autant augmenter, je dirais, la charge cognitive, d'accord, le coût cognitif des technologies. Donc, pour ce faire, ce que l'on a fait, c'est on a conçu en fait un système de notification où on a essayé de simplifier les choses en ayant essentiellement des notifications critiques ou pas critiques. D'accord ? Donc, en fait, ça vient de l'avionique, mais on a évidemment simplifié le système. Et on a deux protocoles, notification critique ou notification non critique. Deux protocoles pour que la personne sache que lorsqu'il y a une notification critique, eh bien, il y a le système, d'accord ? Elle peut anticiper ce que le système va faire, et quand c'est une notification non critique, elle peut aussi l'anticiper. On a du codage en fait multimodal des notifications. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pouvoir comme ça faciliter en fait le fonctionnement de la personne en ayant typiquement des notifications en jouant sur la couleur, la forme et les tonalités en fait des notifications. Et on va avoir une API qui va en quelque part forcer, cadrer le programmeur à faire des choses uniformes pour l'utilisateur. Donc je vais vous donner voilà la tablette en fait principale. Ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas de notification, si on n'a pas à solliciter l'utilisateur, c'est un cadre photo en fait. C'est un cadre photo avec des photos qui peuvent être postées en fait par les proches. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme c'est un cadre photo, c'est absolument non stigmatisant pour la personne. Et là, en fait, on répond à un besoin justement de non stigmatisation. Et donc, c'est les aspects donc autonomie comportementale. Par ailleurs, on a la possibilité de mettre en pause le système.
Donc ça, la possibilité de mettre en pause le système, c'est important parce que ça permet à la personne de garder le contrôle en fait sur un système informatique. Donc on peut par exemple mettre le système en pause pour 1 heure, 6 heures ou une journée. Donc ça permet de dire à la personne, soit je ne comprends pas forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je garde le contrôle en fait sur ce système qu'on m'a installé chez moi. Donc ça c'est typiquement de la capacitation psychologique. Ça, c'est pour vous donner une idée de la notification en fait non critique. On a en fait utilisé la notion, donc un rond ici, on a une couleur verte qui a été choisie et il y a une tonalité particulière. Donc ce qui veut dire que la personne, en fait, quand vous regardez la littérature sur les aspects, les systèmes de notification, on s'aperçoit que les notifications, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que si vous êtes en train de faire une tâche, d'accord, vous allez avoir un coût pour basculer sur une autre tâche. Donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est faire en sorte que pour des notifications non critiques, une personne puisse, de loin, à distance, se rendre compte que c'est une notification non critique. Elle peut poursuivre en fait sa tâche sans interruption. Et ça, c'est important parce que pour les personnes âgées, en fait, on sait qu'elles ont beaucoup de mal en fait à, c'est des problèmes de mémoire en fait, hein, et de fonction exécutive, de reprendre une tâche là où elles l'ont laissée. D'accord ? Donc c'est important de pouvoir dire, je sais que c'est pas critique, donc je sais que je peux refaire, je peux remettre à plus tard le traitement de cette notification. Et en fait, si on n'a pas traité la notification non critique, eh bien on a une liste de choses en fait qui sont disponibles pour l'utilisateur. Hein, il suffit de cliquer en fait ici et on va avoir la liste des notifications que l'on n'a pas traitées. Ici, c'est pour les notifications critiques. Les notifications critiques, en fait, vous voyez, une couleur différente, donc une tonalité différente, une présentation différente. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va solliciter en fait la personne pour qu'elle vienne en fait traiter le problème. Par exemple, fermer la porte, et dans ce cas-là, ça disparaîtra. Ou appuyer sur OK en disant je vais laisser la porte ouverte. Je sais qu'elle est ouverte et je vais laisser la porte ouverte. D'accord ? Et là, en fait, si la personne ne vient pas, toujours pareil, principe d'autodétermination, la personne est sollicitée. Si elle vit en logement autonome, elle est suffisamment donc autonome et capable pour pouvoir en fait traiter les situations du quotidien. Par contre, si elle ne répond pas à la notification, dans ce cas, en fait, on va appeler un aidant professionnel ou un aidant familial. Voilà, je passe vite. Context awareness, donc la sensibilité au contexte, je vais passer rapidement. L'idée, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va partir en fait de données déclaratives. La personne va déclarer ses routines et cette déclaration va nous permettre en fait d'alimenter notre module en fait de vérification d'activité. Donc on fait de la détection d'activité par vérification de ce que la personne en fait a déclaré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des études là-dessus et on s'est rendu compte que 100% de ce que les personnes nous ont déclaré se passait. D'accord ? Donc c'est intéressant parce que là on part de vraies données. On ne part pas de données en fait que l'on a accumulées et qu'on essaie de deviner en quelque part. Donc l'humain est quand même intéressant. On le sollicite une fois et après c'est fiable. D'accord ? Voilà, donc ça sert aussi au placement de capteurs et ainsi de suite, mais ça je ne vais pas en parler. On a fait une étude expérimentale, donc on a conduit une étude expérimentale en suivant une méthodologie clinique, donc 24 personnes équipées, 24 personnes non équipées, des personnes supérieures à 80 ans, qui étaient seules en fait à leur domicile pendant 9 mois. Et on a mesuré en fait en termes de résultats tout ce qui était bien-être, santé en général et fonctionnement quotidien. Et puis pour toutes les dimensions ergonomiques, on a regardé tout ce qui était acceptabilité, satisfaction et tout ce qui est aussi mesure de performance en efficacité, en efficience. Et on a fait ça, ce que je dois dire, c'est que ce projet-là, en fait, depuis le début, on travaille en fait avec tout l'écosystème, on va dire, des personnes âgées, donc municipalité, donc la région, des conseils départementaux, la CARSAT et ainsi de suite. Donc ils sont depuis le début en fait dans ce projet. Depuis le début, c'est vraiment depuis le début, c'est-à-dire analyse des besoins, hein, donc vraiment à la base de la base. Donc je vais passer rapidement là-dessus. On a une amélioration des donc on a fait ça sur là c'est une étude qu'on avait
publié, donc où on avait 17 personnes équipées, 17 personnes contrôle sur 6 mois, et on a noté en fait sur toutes les dimensions de l'autodétermination en fait une amélioration des équipés versus les contrôles. Encore une fois, c'est intéressant parce que on voit bien que là, on a fait levier sur la motivation et on doit normalement, puisque ça c'est la littérature qui nous le dit, on a une amélioration de l'autodétermination, ça veut dire amélioration de la santé. Et puis pour tout ce qui est acceptation, suivant tout un tas de dimensions, en fait, on s'aperçoit que effectivement, il y a une bonne acceptation de la technologie qui augmente en fait avec le temps. Voilà, donc en termes de conclusion, je voulais simplement dire que c'est une aventure intéressante parce que en fait, c'était une aventure vraiment de recherche interdisciplinaire où on va vraiment pas tomber dans comment dirais-je, dans un piège qui est facile à avoir quand on est informaticien, qui est d'avoir une approche complètement technocentrée, mais d'avoir une vraie approche en fait centrée humain, centrée utilisateur. Donc c'est une expérience, c'est une aventure très intéressante, très enrichissante intellectuellement. On a des résultats nouveaux, effectivement, pour tout ce qui est vérification d'activité par rapport à la littérature, tout ce qui est notification, système de notification, et pour citer ces trois, on en a d'autres, mais pour citer ces trois autres dimensions, c'est tout ce qui est dimension, en fait, autodétermination, que j'ai trouvé intéressante parce que ça partait vraiment d'une théorie en psychologie et voir comment on arrive à concrétiser ça en termes de principes de design, de conception de système. Donc il y a des bénéfices effectivement à faire une approche centrée humain, en particulier tout ce qui est analyse des besoins. Il y a aussi un vrai challenge qui est de faire des études terrain. Moi, j'avais jamais fait ça avant de collaborer en fait avec ma collègue, et voilà, c'est lourd, mais c'est gratifiant parce que on a des résultats. On peut faire des vraies allégations en fait. Des vraies allégations basées sur une méthodologie clinique. Et ça, c'est vraiment un monde intéressant que de dire qu'on conçoit un système informatique avec des personnes, effectivement, côté humain, et on peut donner en fait des effets mesurés scientifiquement d'un système informatique. Je trouvais ça excitant. On fait maintenant, on travaille on élargit un petit peu le public en fait. On travaille sur Dom Assist, mais pour des personnes avec le syndrome de fragilité, des personnes avec souffrant de maladie d'Alzheimer dans les stades précoces, et personnes avec déficience intellectuelle. Donc on utilise cette techno-là et on essaye de l'adapter, l'étendre pour d'autres populations. On lance une étude, on est en train de lancer une étude donc sur les personnes âgées, mais 500 personnes équipées, 500 personnes non équipées. C'est pas facile, c'est super dur. On a plus de 100 personnes équipées pour l'instant. On en recrute plus, mais voilà, ça prend du temps et c'est vraiment une grosse manip. Et puis on a un projet de start-up. Voilà, j'ai fini. Désolé, j'ai peut-être un peu débordé. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, oh là, plein. Bon, je commence par là. Moi, je voulais vous poser une question, c'est concernant l'âge de ces personnes. J'ai vu plus de 80 ans, ce sont pourtant a priori pas des personnes si familières que ça de tout ce monde informatique, connecté. Comment ça s'est passé pour justement les familiariser à votre outil? Et est-ce que ça a été relativement rapide et quels ont été les résultats en termes, voilà, pour votre étude? Alors, merci, c'est vraiment une question importante, effectivement, c'est de savoir, je parlais de motivation en fait, et encore une fois, c'est une dimension qui n'est pas tellement référencée dans la littérature. On s'est vraiment appuyé sur leur motivation. Donc comme vous avez vu, la tablette principale, typiquement, c'est un cadre photo. Quand on installe en fait le système chez les personnes âgées, on va l'installer en ayant collecté auprès de leurs proches des photos en fait. Et d'un point de vue motivationnel, c'est une approche totalement différente de dire j'arrive avec un pendentif, d'accord, pour une détection de chute, typiquement.
D'accord ? C'est pas du tout la même aventure, quoi. D'un côté, vous installez un cadre photo, tout de suite, il y a les petits-enfants qui sont là, et donc, voilà. Donc ça, c'est pour la partie motivationnelle. Maintenant, la partie design, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait du design participatif, d'accord, où on a itéré, en fait, avec les personnes âgées. D'accord ? Donc on s'est par exemple servi par exemple le bouton pause, d'accord ? On a essayé de faire levier typiquement sur ce que les personnes savaient déjà d'un point de vue, je dirais, intuitif, ce qu'on appelle intuitif, qui n'est pas vraiment intuitif, mais bon, l'aspect intuitif en se disant on va mettre un bouton pause, et est-ce qu'elles vont, si on leur dit qu'elles peuvent mettre en pause l'assistance, est-ce qu'elles vont le faire spontanément ? Et oui, effectivement, on l'a vu en faisant vraiment du design participatif et en itérant avec ces personnes. Donc vraiment, ça a été quelque chose où on a réellement à la fois associé les personnes âgées et d'ailleurs aussi leurs aidants. C'était aussi très important d'associer les aidants, en fait, et les professionnels. Voilà. On va prendre une autre question. Merci. Bon, déjà, vraiment un projet vraiment très intéressant. Merci. Je me posais alors c'est une petite question, c'est peut-être un peu peut-être en prenant du recul par rapport à ça, mais est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un effet pervers avec ce genre de système où en fait la personne âgée ou la personne qui utilise le système va en fait se reposer sur toutes ces aides, et donc quelque part est-ce qu'on risque pas de participer à une autre réduction d'autonomie ? Ouais. Je ne sais pas si je suis... Tout à fait, je vois parfaitement ce que vous dites, et c'est effectivement aussi, c'est une excellente question, merci beaucoup de la poser, ça me permet de parler d'autre chose, qui est que on a souvent effectivement, le problème se pose spécifiquement quand on parle par exemple de domotique. D'accord ? Donc quand on parle de domotique, je parle avec mes collègues qui sont ergothérapeutes ou psychologues, ce qu'elles vont vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire à la place de la personne. Si vous avez quelque chose un interrupteur qui permet de baisser les rideaux, en fait, c'est pas bien, en fait, parce que vous allez retirer le petit exercice du début de journée et de fin de journée pour la personne de se lever et d'aller avec la manivelle éventuellement monter ou descendre les volets roulants. Je vous donne un autre exemple. On a un chemin lumineux. Classique, hein, un chemin lumineux, ça existe, tous les gens type Le Grand, Haguer et ainsi de suite proposent des chemins lumineux. On n'a pas fait un chemin lumineux qui en fait se déclenchait automatiquement quand il faisait nuit, d'accord, et qu'on avait de l'activité. Par exemple parce qu'on pose les pieds par terre. D'accord ? Ça, c'est ce qui existe dans certains chemins lumineux. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est encourager et préserver les praxies de la personne. Donc, ce que l'on a fait, c'est un chemin lumineux qui se déclenche que lorsque la personne va allumer sa lampe de chevet. D'accord ? Donc, on est vraiment dans le fait de conserver en fait les activités qui existent et non pas en fait remplacer ou faire à la place de. D'accord ? Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est de se dire qu'on essaye aussi, je ne vous ai pas montré la tablette secondaire qui fait de la participation sociale. On a par exemple un mailer simplifié, parce qu'en fait on n'en a pas trouvé, on ne voulait pas spécialement en développer un, mais on n'en a pas trouvé un. Et donc ça permet aussi de stimuler en fait. Et quand vous stimulez les personnes avec des courriers électroniques, on envoie les courriers électroniques aux gens, on les met en rapport avec leur environnement social, de sorte que ça va stimuler en fait la personne, stimuler cognitivement la personne. D'accord ? Donc on n'est vraiment pas dans les assistances que l'on a nous, on n'est pas dans faire à la place d'eux, mais on est plutôt dans la stimulation en fait de la personne. Vraiment, c'est vraiment le maître mot, et c'est pour ça que, effectivement, souvent quand on montre et on parle de notre système, les gens pensent domotique, et en fait, c'est juste l'inverse en fait de ça. On ne fait pas à la place de la personne.